Douane franco-suisse de Bardonnay dans le canton de Genève. Un camion suspect passe au scanner. On constate qu'il y a un véhicule en haut qui est chargé de différentes marchandises. On peut revenir en arrière s'il le faut. Quand on a des doutes. Puis là, on constate qu'effectivement, il y a deux véhicules qui sont vraiment chargés au niveau du coffre et tout. Il y a il doit y avoir des jantes. Puis il y a différents articles. Vous n'avez pas la clé? Là, c'est tout en vrac. Hein. On a un camion qui exporte un peu moins d'une dizaine de véhicules à destination des pays d'Afrique, principalement. Nous avons effectivement, dans le cadre d'un ciblage très précis, identifié ce véhicule. Et nous avons également constaté dans ces véhicules, en grande partie, eh bien, du matériel électronique qui n'était pas vraiment déclaré, c'était un peu en vrac. Et nous sommes en train maintenant de déterminer si on a ici affaire à du matériel exporté illégalement, volé, ou effectivement qui est soumis à différentes lois, en l'occurrence eh bien, tout ce qui concerne le retraitement de déchets électroniques. En Suisse, la loi interdit d'exporter des appareils qui ne fonctionnent plus. Les douaniers veulent donc vérifier, mais les serrures résistent. Le chauffeur du camion est sommé d'ouvrir le coffre car il est scellé de l'intérieur. Parce qu'on a d'autres techniques. On n'arrive pas à décrocher. Bon, hein, pour, la difficulté qu'on a à ouvrir le coffre. Et là, on va sortir la scieuse. Ils ont soudé la porte. Il n'est pas tolérable de souder les portes de voitures. On doit pouvoir constater la marchandise qui sort de notre territoire pour différentes raisons, en l'occurrence dans le cas des déchets électroniques. Entre le nord et le sud, il existe aujourd'hui un flux continu de télévisions, ordinateurs et équipements électriques de tout genre. Pourtant, chez nous, une filière de recyclage organise la prise en charge des appareils usagés. Pour ceux-ci, une deuxième vie les attend peut-être, mais ce qui est certain, c'est qu'ils seront très vite réduits à l'état de déchets quelque part, loin de l'Europe. Voilà Abobloché. Et Abobloché était une zone humide, un bel endroit il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps. Cette rivière qu'on appelle Odo coulait rapidement vers la mer, et cet endroit était vert. Et bien sûr, je venais ici me baigner avec mes amis, pêcher, jouer au football, ce que les enfants font habituellement. Mais maintenant, voilà dans quel état est Abobloché. C'est devenu une décharge pour les déchets électroniques des pays industrialisés. Comme vous pouvez voir, voilà une TV du genre de celle qui arrive de toute l'Europe. Il n'y a pas que des TV, il y a aussi des ordinateurs. Regardez ce que j'ai trouvé. Ce sont deux ordinateurs qui appartiennent à Switch, un réseau académique suisse pour la recherche. Hello. Allô? Yes, good afternoon. Bonjour. Yes, am I speaking to Est-ce que je parle au réseau académique suisse pour la recherche? Ok, Mon nom est Mike Annan. J'appelle du Ghana.
Oui, je suis sur une décharge de déchets électroniques au Ghana. Et j'ai trouvé 2 ordinateurs. Oui, qui appartiennent au réseau académique suisse pour la recherche, Switch. Et j'aimerais découvrir comment ces ordinateurs en fin de vie sont arrivés au Ghana, sur cette décharge. Vous savez, j'espère toujours que la société que j'appelle m'aidera à découvrir qui a jeté ça ici et quelles en sont les raisons. On doit remonter la piste. Je veux savoir si c'est la compagnie elle-même qui envoie ses ordinateurs au Ghana par charité, en tant que donation, ou si c'est un recycleur qui a trompé Switch en leur disant qu'il allait recycler correctement ses ordinateurs en fin de vie, et en fait, ils ont été amenés ici. Quel que soit le chemin, il faut aller à la source et remonter la piste parce que c'est juste trop. Chaque mois, nous recevons 500 conteneurs de déchets électroniques venant des pays industrialisés, y compris la Suisse. Ils arrivent au Ghana, détruisent l'environnement, détruisent des vies, la santé des gens. On est très inquiets et on veut arrêter ça. C'est illégal, c'est immoral, ça ne devrait pas arriver. Comment ces ordinateurs suisses se retrouvent-ils sur une décharge ghanéenne? Nous avons contacté Switch. Embarrassée, la société nous a expliqué qu'elle avait offert ces vieux ordinateurs à une personne de confiance, un professeur ghanéen, connaissance de l'entreprise. Ce dernier a l'habitude de récupérer le matériel usagé de Switch et de l'expédier depuis la Suisse dans son pays d'origine, le Ghana, via le port d'Anvers. Le but, aider des écoles dans le besoin. Un acte de solidarité qui, après quelque temps, devient une grave menace pour la santé et l'environnement. La Suisse, pourtant, dispose d'une filière de récupération très bien rodée. C'est dans des déchetteries comme celle-là que finissent nos vieilles TV. La vie de nos appareils ménagers, de nos ordinateurs est de plus en plus courte. Ça fait tourner la machine économique et produit beaucoup de déchets. On peut aussi ramener les biens jugés obsolètes dans un magasin. Ce dernier est forcé de les accepter car à l'achat d'un équipement neuf, le consommateur paye une taxe anticipée de recyclage. Cette taxe finance la récupération, le transport et la prise en charge dans des centres de traitement. Basé à Écublanc, Thévenin-le-Duc est le plus grand recycleur de Suisse romande. Ça vient d'arriver? Ça vient d'arriver ce matin, ouais. Bon, beaucoup de marchandises abîmées, pas très joli. Donc voilà. Maintenant, on va commencer ça en démantèlement. Je voulais juste voir cet arrivage. Éliminer les déchets, les retraités en Suisse, en Europe, c'est une activité qui coûte cher. Très cher, oui. Mais notre filière, elle est payée. Donc je veux dire, nous pouvons nous permettre de faire ce qu'on fait ici. Un pays qui n'a pas de système, avec pas de financement, ne pourra pas démonter la marchandise de manière correcte. La marchandise va être sortie des palettes, démontée dans les règles de l'art, c'est-à-dire nous, on a une obligation d'enlever tout ce qui est polluant. Ça, c'est la partie obligatoire, donc c'est la dépollution, sauvegarder l'environnement, le faire dans des bonnes conditions. Et ensuite, la deuxième partie, pour nous, c'est d'extraire un maximum de matières valorisables, un maximum de métaux, un maximum de plastique, etc., et de les valoriser dans la bonne filière afin aussi de rémunérer notre activité. Alors ici, donc ces messieurs vont ouvrir chaque appareil qui arrive. Alors la partie la plus dangereuse, c'est ce qu'on appelle le tube cathodique, puisqu'il est couvert de plomb. Donc l'objectif, c'est d'endommager le moins possible et de dégager le moins de poussière possible lors de la manutention, en fait. Donc voilà, le monsieur va l'ouvrir, il va sortir ce qu'il y a de dangereux à sortir, il va séparer et trier les différentes matières pour qu'ensuite tout aille dans la bonne voie. Ce modèle est le plus ancien et le plus performant au monde. En Suisse, 80% des appareils usagés sont recyclés, contre 25% en moyenne européenne. Mais tout ce qui ne rentre pas dans les filières officielles part essentiellement à l'exportation. Et il existe de nombreuses routes. Jean Kamba est congolais et il vit depuis de nombreuses années en Suisse. Nous allons à mon dépôt.
C'est un local où j'entrepose mes matériels destinés à l'exportation vers l'Afrique. Quel genre de matériel vous collectez? Je dirais de tout et de rien. Tout ce que vous débarrassez. Parce que vous savez, trop souvent, les ménages, les professionnels suisses se débarrassent de certains produits qui commercialement ou légalement en Suisse n'ont aucun avenir. Mais dans les pays du Sud, ces produits peuvent retrouver une seconde vie. Qu'est-ce que vous avez là? J'ai un matelas, un frigo. Là, j'ai un très joli miroir. Tout ça, ça va repartir au Congo? Ça va partir au Congo, oui. Ça va faire du bonheur. Les produits, la qualité indiscutable du produit suisse, c'est très prisé et apprécié par les peuples congolais. Alors ici, c'est le rayon électroménager, électronique? Exactement. Un ordinateur, par exemple, ça se vend combien? Les processeurs qu'ils connaissent mieux, c'est les Pentium. Pentium 4, une unité centrale comme ça coûte entre 120 et 100 $. Donc, ce qui fait 100 francs suisses, je dirais. Et vous savez pourquoi ces télés-là sont là? Elles sont noires. Alors, ils disent que la télé noire attire les moustiques. Ils préfèrent des télés grises, telles qui sont là, déjà emballées. Ça, c'est la priorité. Et vous les trouvez où, ces télés? Ces télés, en tout cas, on les trouve dans les déchetteries. On les trouve pendant les débarras, les gros débarras dans les grandes villes. Lausanne, AVV, à Montré. C'est facile à trouver. Jean Kamba est satisfait de son commerce, mais il reconnaît qu'il comporte certains risques. Un container retourné par les douanes lui a coûté 8 000 francs en transport, élimination et en amende. J'avais eu la malchance, mon container avait été saisi à la douane en Allemagne. Ils avaient trouvé des choses qui étaient prohibées. Parce qu'aujourd'hui, on nous oblige à envoyer vers l'Afrique des appareils électroniques qui sont en état de fonctionnement. Et à l'époque, ils avaient trouvé 3 télés qui avaient les câbles coupés. Donc, ce n'est plus des matériels usagés, mais ce sont des déchets. Et depuis cette date-là, j'ai pris une bonne leçon. Je ne recommencerai plus de telles erreurs. Nous, on disait, OK, on prend une télé qui ne fonctionne pas. En Afrique, ils arrivent toujours à réparer. Je vais ranger ces vélos parce qu'ils sont prêts à l'exportation. Non loin de là, dans la zone industrielle genevoise, un parking de voitures d'occasion. Une autre voie d'approvisionnement pour l'Afrique. C'est des voitures qui vont dans plusieurs pays à l'Afrique. Bon, c'est une voiture aussi pour voir ceux qui n'ont pas trop de moyens pour acheter une voiture neuve. On a des voitures qu'ils ont expertisées qui peuvent encore rouler ici. On voit que certaines voitures sont remplies d'objets, de choses que les gens veulent envoyer chez eux. C'est aussi une pratique courante, ça? C'est une partie d'aider ceux qui sont à l'Afrique là-bas pour qu'ils puissent avoir quelque chose à manger, ceux qui sont pauvres. Par exemple, si on met un télé dedans, peut-être un télé neuf coûte dans les 40 000 francs CFA, alors que s'ils trouvaient une occasion à 20 000 francs ou à 15 000 francs, ça l'arrange. Sami est libanais. Il gère l'exportation des véhicules. Ils sont sûrement en panne ici, puis ils les prennent, ils les repartent là-bas, puis ils les emploient de nouveau. Tout ce dont on ne veut plus chez nous, quoi, en fait. Voilà. Je vais voir s'il peut ouvrir quelque chose. Non, c'est fermé.
si on a de la chance, je peux vous montrer quelque chose qui les soude. Carrément, ils soudent les portes. Il n'y a que lui qui peut l'ouvrir là-bas parce que dès qu'ils arrivent là-bas sur le port, c'est facile à piquer les choses. Donc c'est pour être sûr, ils soudent le porte. Comme ça, personne ne peut l'ouvrir. Bon, ici, nous, on s'occupe vraiment de la voiture. Ce qu'il y a dans la voiture, ça, c'est pas notre affaire. C'est eux-mêmes qui mettent des trucs, c'est eux-mêmes qui le reçoivent là-bas, c'est eux-mêmes qui savent qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Nous, on s'occupe de la voiture. Ce qu'elle contient, c'est pas votre problème? Non. Non, non, c'est pas du tout notre problème. Ils partent où, ces camions? Pour Tripoli, en Libye, puis l'autre pour Bénin, à Cotonou. Pourquoi Cotonou? Le Bénin, c'est pas un très grand pays? Non, c'est pas un très grand pays, mais c'est un point de transit. En fait, la plupart de ces voitures, elles partent pour Nigeria. Si vous voulez, le port, c'est un point de transit. Combien de camions partent chaque semaine de votre... Maintenant, on arrive entre 7 et 10 par semaine. Vous partez où? En Belgique, au port d'Anvers. On voyage? On est ici dans le port d'Anvers, le deuxième port d'Europe. Et on est ici sur le quai de ICO, c'est International Car Operators, dont on fait l'exportation de voitures, comme ici, voitures d'occasion pour l'Afrique. Ces voitures viennent d'un peu partout d'Europe. Ces vieilles voitures sont un sérieux problème pour les autorités. Célèbre pour son commerce avec l'Afrique, le port d'Anvers a dû introduire une nouvelle réglementation plus exigeante sur la qualité du matériel exporté. Objectif, restaurer une réputation ternie par le trafic de voitures poubelles et de déchets électroniques. Mais c'est en container que transitent la plupart des marchandises. Le port d'Anvers, c'est un grand port aussi où on traite pas mal de marchandises, on traite pas mal de conteneurs. Et on sait, et les douanes le savent aussi, qu'il n'y a pas assez de personnel pour contrôler ce qu'on doit contrôler. L'an dernier, 8 700 000 containers ont quitté le port d'Anvers. Côté douane, on en contrôle 3 ou 4 chaque jour, environ 1400 sur l'année, une goutte d'eau dans l'océan. Pour le fonctionnement, je fais le test. Je vois si la lampe s'allume. Ensuite, je teste le programme. Et un écran gris. Pour nous, ça suffit pour dire qu'il fonctionne encore. Mais quand je teste un autre comme celui-ci, vous verrez, il n'y a plus de bouton. Donc il a déjà été démonté de façon qu'il ne peut plus fonctionner. Et à cause de l'écran, qui est encore plein de poudre phosphorique et d'autres choses dangereuses, c'est un déchet dangereux qui ne peut pas être exporté vers l'Afrique. C'est interdit. Quand on voit toutes les quantités qui partent vers le sud, est-ce que vous arrivez à contrôler autant que vous le souhaitez? On ne peut pas tout contrôler. L'Union européenne nous donne des pourcentages précis pour l'inspection. Pour l'exportation, 2%. Pour l'importation, 5%. Certains containers sont scannés, d'autres physiquement inspectés. Ça vous prend combien de temps de contrôler tout un container de 40 pieds? Entre 2 et 3 heures, oui. C'est beaucoup de travail? C'est vraiment beaucoup de travail. Parce que
Si ce n'est pas bon, on doit encore faire un dossier pour retourner tout le camion ou tout le conteneur vers le pays d'origine. Vous entendez le son? C'est une indication que ça ne marche pas. Ça vous arrive souvent de voir des objets qui ne fonctionnent pas? Il y a beaucoup de déchets? Oui, il y a beaucoup de déchets. Parfois, c'est un ou deux choses, mais autrefois, c'est tout le contenu qui est déchet. C'est toujours différent. Mais quel intérêt il y a pour des gens d'envoyer des déchets dans les pays du Sud, selon vous? Parce qu'on ne peut pas les revendre, ça, si ça ne marche pas. Ils disent toujours que ça coûte moins de les réparer là-bas et qu'ils font de 3 mauvaises télévisions, ils font un bon télévision. Mais là, c'est pas toléré. Donc, selon les douanes belges, certains containers sont parfois pleins de déchets, en violation complète avec un traité international, la Convention de Bâle, qui interdit ce type de commerce. Vont-ils se retrouver sur une décharge sauvage au Ghana ou ailleurs? Autant de questions qui obsèdent Mike Annan. Venir ici me procure des sentiments mélangés. Je suis bien sûr très heureux que mon pays, le Ghana, soit si impliqué dans le commerce international. Et dans le même temps, je suis très triste et en colère parfois de penser que beaucoup de ces bateaux qui viennent ici contiennent un cargo mortel, des déchets électroniques très toxiques dont personne ne veut plus dans son pays. Europe, Amérique, Australie, on connaît les pays. Ils n'en veulent plus. Et on les trouve sur les bateaux qui arrivent ici. Le port de Tema est une zone interdite aux médias. Des journalistes ghanéens nous ont fourni ces images prises en caméra cachée. Elles montrent un marché actif de télévision, frigo et ordinateurs. Commerçants, revendeurs et grossistes viennent directement s'y fournir au pied des containers. Très vite, toutes ces marchandises affluent dans les rues d'Accra en quantité sans cesse grandissante. La demande ne cesse d'augmenter et parallèlement, la durée de vie des appareils se réduit. Les ordinateurs, les télévisions, les DVD, les DVD et les micro-ondes. Et les chaînes stéréo. Et d'où vient tout cela? De Hollande. C'est de la bonne qualité, tout fonctionne? Quand elles arrivent, certaines fonctionnent, d'autres pas. C'est une question de chance. Sur 30, il peut y en avoir 20 qui marchent et 10 qui ne marchent pas. Et les 10, il faut les réparer avant utilisation. Quand vous avez un lot avec environ la moitié des télévisions qui ne fonctionnent pas, c'est un gros problème pour vous, non? On les achète non testés, le client aussi. Alors que ça marche ou non, ce n'est pas mon problème. Et que faites-vous avec les gens mécontents qui ont acheté une télévision non testée qui ne fonctionne pas? Le client sait qu'elles ne sont pas testées. S'il les achète, c'est à lui de les faire réparer. Une véritable loterie qui fait l'affaire des réparateurs. Dans la capitale ghanéenne, une économie entière s'est organisée autour du seconde main. Parmi les hauts lieux, le marché de Tiptoe Lane est presque entièrement consacré aux technologies de l'information.
On a des téléphones chinois, des originaux, de tout genre. Nokia, Samsung, BlackBerry, iPhone, il y en a beaucoup. Et vous pouvez tout réparer? Tout. Et est-ce que ces téléphones d'occasion durent un peu? Oui, souvent les téléphones usagés durent plus longtemps que les tout neufs. Vous allez personnellement en Europe chercher les téléphones? Non, on n'y va pas nous-mêmes. Des gens les amènent ici et on les achète. Certains sont des Blancs comme vous, d'autres des Ghanéens qui vivent à l'étranger. Quand ils reviennent ici, ils nous les amènent. Au Ghana, les consommateurs sont de plus en plus nombreux. Le pays connaît 15% de croissance et vient de découvrir de nouveaux champs pétroliers. Un boom économique qui permet à une classe moyenne émergente d'espérer consommer toujours plus, comme dans les pays du Nord. Mais aujourd'hui, l'industrie électronique est au monde celle qui produit le plus de déchets. 5% d'augmentation par an. La conséquence pour Mike Annan est que ce phénomène encourage à contourner les lois et à expédier beaucoup de déchets au Ghana. Une pratique qui concernerait surtout les pays ne disposant pas de bonnes filières de recyclage. Les ordinateurs qui ne fonctionnent pas doivent être recyclés ou éliminés proprement dans leur pays d'origine. Pas au Ghana. Quand vous regardez ces ordinateurs, vous voyez que ce sont tous des Dell, qu'ils ont tous la même indication. Et ça signifie qu'ils viennent tous de la même société, du même pays. C'est très clair, très évident que tous ces ordinateurs viennent du même conteneur. C'est clairement du déversement illégal de déchets. Des agissements qui entraînent des conséquences inquiétantes. Quand vous regardez ce gamin, j'en vois tout le temps quand je passe ici. Regardez comme il est jeune. Les déchets électroniques sont partout. Alors il vient ici tous les jours pour casser les ordinateurs et les téléviseurs afin de retirer du métal et le vendre. Mais la vérité, c'est que cet enfant, jeune comme il est exposé à tant de produits chimiques toxiques provenant des déchets électroniques et des téléviseurs, du cadmium, du mercure, des retardateurs de flamme et du plomb qui attaque son petit organisme. Son cerveau, ses reins sont en plein développement et il est infecté par tous ces produits toxiques, ces métaux lourds. Les câbles électriques sont une des ressources les plus convoitées par les enfants de la décharge. J'essaye de récupérer le cuivre. Je laisse le faire. Ensuite, je vais faire peser le cuivre et je le vends. Combien tu peux obtenir avec ça? Je peux en obtenir 20 cédis. Et tu vas à l'école? Oui. Toi aussi? Non, j'y vais pas. Je vais pas à l'école. Afin de récupérer le cuivre, les enfants doivent brûler des câbles conçus pour résister au feu. Il leur faut donc un combustible hautement inflammable. Et pour cela, rien n'égale les mousses isolantes des frigos dont la composition n'est pas moins toxique que la gaine des câbles électriques. Chaque fois qu'ils brûlent les déchets, les câbles ou d'autres parties, énormément de fumée part vers le quartier d'en face. De la fumée qui rend les gens malades, qui provoque le cancer. Et on parle de 70 000 personnes qui vivent ici.
et sont exposés à cette fumée contenant des produits chimiques toxiques. À ce jour, seul Greenpeace a commandité un rapport détaillé sur la pollution causée par la décharge d'Aboblochi. L'étude a révélé une atteinte des sols alarmante. Comme l'écrasante majorité des jeunes travaillant sur la décharge, Junior et Michael viennent du nord du Ghana, une région rurale touchée par la sécheresse. Tous deux ont décidé de faire des études et le seul moyen de les financer, c'est de venir ici gagner quelques cédis, la monnaie locale, en dépit des risques sanitaires. Je veux être enseignant. Et lui, Michael, il veut être médecin. Ouais. Je veux devenir médecin plus tard. Vos parents savent ce que vous faites ici? Oui, bien sûr, ils savent. Et qu'en pensent-ils? Et ils nous conseillent de prendre soin de nous. La fumée peut provoquer beaucoup de maladies. Et ils nous conseillent de nous protéger. Et quand on peut se protéger, on le fait. Et quand on ne peut pas, on fait avec. Et vous n'êtes pas malade? Pas encore. Joshua, lui, est nigérian. Cela fait 11 ans qu'il vit aux abords de la décharge. Je suis arrivé au Ghana à l'âge de 5 ans avec mon père. Il m'a abandonné et je dois me débrouiller tout seul. Joshua a une grande expérience des lieux. Il a aussi connu une sérieuse alerte de santé. Je marchais et mes yeux... Je voyais tout bizarre, comme si j'étais ivre. Mais je ne l'étais pas. Je suis tombé par terre, quelqu'un s'est occupé de moi et m'a donné un stimulant. Je l'ai bu, je me suis endormi et le lendemain j'étais rétabli. C'est là que je dors. La nuit, je viens dormir ici. Le matin, je me lève pour aller au travail. Je cherche un peu d'eau pour me débarbouiller. Puis je vais travailler. Je dois gagner un peu d'argent pour manger quelque chose. Et tu possèdes quelque chose? Juste ce que tu as sur toi? Oui, juste mes habits. Quotidiennement contaminés, les enfants de la décharge ont une santé et une espérance de vie fortement compromises. Aucun n'a assez d'argent pour consulter un médecin. Alors le seul moyen, quand ça ne va plus, c'est de recourir à un pharmacien de fortune dans le ghetto voisin que les habitants ont baptisé Sodome et Gomorrhe. Ce qui m'arrive, c'est que j'ai des maux de tête, j'ai mal aux côtes, au cœur et je tousse. C'est à cause de mon travail. Je brûle les câbles de cuivre et je ramasse les déchets. Quand les enfants arrivent, je leur demande où sont leurs parents. Soit ils me disent qu'ils n'en ont pas, soit qu'ils ne sont pas là. Comme ils sont blessés, ils ne peuvent pas repartir comme ça. Alors je leur donne les premiers soins, je nettoie les blessures, leur donne des médicaments et de l'argent pour qu'ils mangent quelque chose avant de prendre le médicament. Puis je leur demande de repasser le lendemain pour voir comment la blessure évolue. Les eaux désormais sans vie baignant la décharge se jettent directement dans la mer toute proche. Les pêcheurs qui vivaient grâce aux poissons du lagon se rabattent désormais sur le rivage, mais ils n'attrapent plus rien. Avant, il n'y avait pas de détritus ici. On pêchait beaucoup de poissons. On les mettait dans les paniers. On les vendait aux femmes. Mais maintenant, à cause des déchets, ce n'est plus comme avant. Combien de paniers faisiez-vous avant? Des fois, on faisait 30, 20, 50 paniers. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, environ 2, 3, 4. C'est pas bien.
L'eau est très polluée. Ça tue les poissons. Oui, ça me dérange. L'eau est sale, ça ne sent pas bon, et le poisson est mauvais. Ça donne mal au ventre. Si je mange ce poisson, je vais tomber malade. L'eau est comme un égout. Il y a 3 jours, en remontant mes filets, les détritus que j'ai pêchés, beaucoup de choses, dont je ne connais même pas le nom. Ce que je sais, c'est qu'il y avait des TV, des ordinateurs, tellement de choses. Maintenant, je n'ai plus d'argent. C'est devenu un endroit mort. Quand vous regardez un endroit comme Aboblochi, par exemple, en termes de pollution du sol, nous avons mené quelques études sur les gens qui collectent les déchets et nous avons découvert qu'ils ont un très haut niveau de certains métaux dans le sang. Ce n'est pas quelque chose dont on peut être fier. Ce n'est pas bon et on doit beaucoup s'en inquiéter. Côté autorité, John Poimang avoue que seul le Ghana ne résoudra pas le problème. Et pour ce qui est de la solidarité numérique... Vous savez, la solidarité, dans le sens où certains essaient de combler la fracture digitale parce que beaucoup de pays ne peuvent pas se payer des ordinateurs neufs, très bien. C'est ce qui devrait se passer. Jusqu'à ce que des hommes d'affaires sans scrupules décident d'entrer dans le système et expédient des déchets. On ne veut pas penser que les pays développés les encouragent, parce que nous savons tous que c'est illégal. Vous savez, les pays d'origine ont aussi une grande responsabilité. Essayer de contrôler ce qui quitte leurs côtes pour notre pays. D'un autre côté, on n'a pas d'installation pour gérer les déchets. En Suisse, ces installations existent depuis longtemps. Chez des recycleurs comme Thévenin-le-Duc, on vise un objectif, retirer un maximum de valeur des déchets. Alors là, on a quelques exemples de fractions. Tout ce qui est connexion vraiment purement câble informatique, donc à la base c'est du cuivre. C'est des câbles assez fins qui vont donc aussi être broyés, granulés. On va récupérer uniquement le cuivre. Toute la partie plastique sera incinérée puisque ça a pas le droit, on ne peut pas le valoriser par la suite. On n'a pas le droit de le faire. Ordinateur, pareil. Hein, donc là, finalement, assez peu de polluants, plutôt de la marchandise valorisable. Pardon. Donc ça, c'est des cartes qui contiennent passablement de métaux nobles, qui sont chers. Quel type de métaux ? Vous avez là-dessus de l'or, de l'argent, vous avez du cuivre, vous avez de l'alu, vous avez tout ce qui peut conduire, entre guillemets, l'information. Michael, on a un stock de téléphone portable quelque part. Là, pas derrière. Yes. Là. Non, c'est bon, ça c'est du. Là, il y a du Natel. Les Natel ont énormément de valeur parce qu'il y a énormément de métaux rares à l'intérieur, y compris des métaux dont on va être en manque dans les prochaines années. Ça, c'est une ressource très convoitée. C'est une ressource très convoitée. Conserver les métaux précieux dans les filières de production devient un enjeu stratégique. À Anvers, en Belgique, la société Umicore est une des rares à s'être spécialisée dans ce domaine. C'est ici qu'arrivent du monde entier des cartes mères et autres circuits électroniques. Broyée, fondue, épurée, la matière première passe par toutes sortes de traitements chimiques. Le minerai extrait doit être le plus pur possible et les processus développés par Umicore sont des secrets jalousement gardés. Ces installations valent des milliards. Il en ressort du platine, du rhodium, du palladium, de l'argent et bien sûr, de l'or. Quelle quantité d'or vous récoltez ici chaque année, grosso modo? Chaque année, à peu près, on a une capacité de 100 tonnes par an. Et combien le cours de l'or aujourd'hui? Aujourd'hui, le cours de l'or varie entre 40 000 et 42 000 euros. Le kilo? Le kilo, oui.
Ça fait beaucoup d'argent, quoi. Ça fait beaucoup d'argent, exactement. C'est pour ça que c'est très rentable aussi, de faire le recyclage de déchets électroniques, par exemple. 4 milliards 200 millions en une année, rien que pour l'or. Beaucoup mieux que ce qu'on extrait d'une mine. C'est beaucoup plus rentable si on fait la comparaison. D'une tonne de minerai, on peut extraire 5 grammes d'or. Et si on compare avec, par exemple, des circuits imprimés, d'une tonne de circuits imprimés, on peut récupérer 250 grammes d'or. Donc si on compare ça, on peut voir que ce qu'on appelle le urban mining est beaucoup plus rentable que l'exploitation de mines. La mine, en fait, est dans la ville, c'est ça? Oui, exactement, la mine dans la ville. Du nord au sud, les métaux sont désormais objets de toutes les convoitises. Ils font vivre Joshua, le petit collecteur de la décharge d'Aboblochi. Can you show us what you have found? Tu peux nous montrer ce que tu as trouvé? Ok. Voilà. Combien peux-tu tirer de ça? Après en avoir ajouté, je pourrais le vendre. Là, je n'ai pas de kilos. Il faut que j'en rajoute et je le vends. Et quand tu as 2 kilos? Ça fait un cédi ghanéen. Il n'y a rien là-dedans. Mais là, j'ai quelque chose. Fini. Sur la décharge, le commerce est presque entièrement tenu par des Nigérians qui achètent la collecte des petits ramasseurs. L'argent gagné par Joshua lui permet juste de se nourrir. Difficile dans ces conditions d'économiser quoi que ce soit. Difficile aussi de conserver son repas. En matière de récupération, d'autres sont beaucoup plus organisés. Vraiment, nous sommes des aventuriers de l'extérieur. D'autres viennent du Guinée-Conakry, d'autres sont nigériens, il y a aussi les Sénégalais. Les aventuriers cherchent toujours de l'argent. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui amènent ça. On achète un peu, on rassemble. Après, on vient travailler, diviser et on revend. Donc ça s'achète au kilo, si je comprends bien. Ça s'achète au kilo. Et 1 kilo, combien ça coûte? 1 kilo, 30 pesos. Pardon? On avait fait des photos. Et quand vous avez coupé ces petits morceaux, vous le revendez combien? Ouais, on les revend ça, on vend ça à 8 cedi. Le kilo? Le kilo. L'ordinateur là, 1 kilo maintenant, ça fait 15 cedi. Ceci, 1 kilo fait 10 cedi. C'est ça. Et vous gagnez bien votre vie avec ça? Oh, on se débrouille dedans. Et à qui vous vendez ces choses-là? Les grands qui achètent ça sont des Chinois. On ne les voit presque pas, mais tout le monde l'affirme. Poussés par leurs besoins immenses, les Chinois, les Indiens aussi, achètent un maximum de matières premières. Et la concurrence est rude. La filière classique passe par des intermédiaires nigérians qui revendent aux grossistes dans des hangars aux portes closes. Ces images montrent un dépôt tenu par des Chinois. Des hommes s'affairent autour d'un container bourré de cartes électroniques. Exportation et transport sont entièrement organisés depuis la décharge vers le port où attendent les porte-conteneurs.
Aujourd'hui, les grands constructeurs s'engagent aussi dans la bataille visant à tirer profit des déchets et contrôler les flux de matières premières. Sous l'impulsion de Hewlett-Packard, HP, premier producteur mondial d'ordinateurs, une stratégie vient d'être lancée. Elle vise l'Afrique entière. On s'est allié, ça date d'il y a un petit peu plus d'1 an à peu près, avec des compagnies comme Dell, que je ne vous présente pas, Nokia, que je ne vous présente pas non plus, et Philips. L'intérêt d'avoir des gens comme Philips aussi pour nous, c'est que ça défocalise la question de ces déchets sont uniquement des ordinateurs. Non, dans les déchets électroniques, il n'y a pas que des ordinateurs, il y a 1000 autres choses. Il y a bien sûr des téléphones, des télévisions, des machines à laver, des frigidaires. Tous ces produits font partie du panel. On a tous la même vision, c'est-à-dire que ces déchets en Afrique, c'est une ressource importante. Il y a des gens qui en vivent. Il y a moyen de faire les choses correctement pour protéger la santé et l'environnement de façon durable. Et à partir du moment où on considère que ces déchets sont des ressources, on peut en faire un business durable. Et un business qui tourne autour de déchets, le gros avantage, c'est qu'on peut vraiment régler le problème. Donc on travaille sur une solution sur le terrain et avec les gouvernements, ensemble, au sein de cette alliance, avec nos intérêts partisans derrière nous, pour qu'on développe la solution le plus vite possible. L'enjeu est là. C'est au Kenya que le projet a été lancé. Fait sans précédent, l'Alliance des constructeurs est soutenue par ses anciens ennemis, la Convention de Bâle et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, traditionnellement très critique à l'égard des grandes compagnies. À Mombasa, le centre de recyclage d'ordinateurs d'Afrique de l'Est est une première. Financé par HP, ce point de collecte est piloté par une équipe de recycleurs anglais, partenaires de l'Alliance. Comme vous pouvez voir, ici, ça vient d'arriver. Une fois que c'est pesé, ça rentre dans la zone de recyclage. Quand les cartons sont dans la zone de recyclage, les gars que vous voyez au fond savent que c'est pour le démantèlement. Ici, on reprend tout, même les parties les plus polluantes, généralement laissées sur le terrain et qui ne valent plus rien. Je pense qu'actuellement, pour couvrir le Kenya, on devrait avoir 100 points de collecte. On veut démarrer prochainement avec 20 points de collecte pour développer une couverture nationale. Mais bien sûr, on en a besoin de beaucoup plus parce qu'on ne peut pas attendre que les collecteurs du secteur informel se déplacent sur de grandes distances avec leurs matériaux. On doit améliorer ce qu'ils font, travailler avec eux pour créer de la valeur, rendre leur travail plus facile, échanger et leur apprendre les bonnes pratiques. Nicodemus est un collecteur de déchets électroniques. Il n'y a pas si longtemps encore, il les brûlait sur les décharges environnantes. Ce sont des restes d'ordinateurs, des cartes mères. Je les ramasse sur les décharges et les amène ici, au centre de recyclage d'ordinateurs d'Afrique de l'Est. Vous en trouvez beaucoup sur les décharges? En ce moment, pas beaucoup, parce que la plupart des gens les brûlent. Et ça prend du temps de leur expliquer qu'on peut en faire un boulot. Et c'est un bon travail pour vous? C'est un bon travail. Je gagne mon pain quotidien. Je démantèle ça pour mes besoins et ceux de ma famille. Ce projet a même reçu le soutien officiel du gouvernement kényan. Dans ce pays, la gestion des ordures est faite par les autorités locales. C'est elles qui sont chargées de ramasser et d'éliminer les déchets correctement. Mais elles sont si occupées avec les ordures industrielles et ménagères. Et elles ont déjà tellement de peine avec ça que les priorités sont de s'occuper de ce type d'ordures. S'agissant des déchets spéciaux, comme les métaux, le plastique, le papier et même les déchets électroniques, c'est un domaine où nous encourageons le secteur privé à venir s'installer. Les prix fluctuent en fonction du cours des marchés mondiaux. Et pour une tonne, c'est à peu près combien?
Les derniers prix sont autour de 6 000 € la tonne. Ce centre de collecte n'est qu'un premier pas. Une usine de retraitement devrait bientôt être construite à Nairobi. Les cartes électroniques, métaux et autres articles récupérés seront vendus sur les marchés locaux et internationaux pour financer les collecteurs et rentabiliser les installations. Je pense qu'il y a une grande opportunité. Ces ressources sont de plus en plus rares. Globalement, la population augmente et ces matières prennent de plus en plus de valeur. Ça n'a aucun sens économique d'envoyer des déchets en Afrique. Ça pourrait en avoir un en Asie parce que les prix du transport maritime sont assez bas, comme le coût du travail. Mais financièrement, ça n'a pas de sens d'envoyer des déchets électroniques en Afrique pour économiser les coûts, parce qu'on n'économise pas les coûts. Ce sont des ressources intéressantes. Et en Europe, beaucoup d'entreprises se battent pour en tirer de l'argent. Pourquoi ne pas faire la même chose en Afrique? Si vous regardez l'Afrique, aujourd'hui c'est 1,2 milliard d'habitants. D'ici 2050, l'Afrique, ça sera plus de 3,5 milliards d'habitants. Un homme sur 3 sera africain d'ici 2050. 2050, c'est demain. Et en fait, quand on regarde les chiffres aussi, on se rend compte que les pays d'Afrique vont générer plus de déchets d'ici quelques années, dans pas très longtemps, que l'Europe. Si vous considérez que ces déchets sont vraiment des ressources, il y a vraiment une opportunité importante pour développer la solution très rapidement. En attendant, ailleurs, en Asie, en Afrique, on est encore loin de la solution. Dans de nombreux pays, les appareils en fin de vie ne cessent d'affluer sur les décharges, causant leur lot de problèmes. Et il faudra du temps à Joshua pour réaliser son rêve. Quand j'aurai ce que je veux, je m'en irai. Quand j'aurai économisé environ 3 millions, je retournerai chez ma mère, au Nigeria. Je commencerai l'école et je ne reviendrai plus faire ce travail ici. Let's go.